Demain, jeudi, l'ouverture de la COP28. Pour l'occasion, nous accueillons ici même Audrey Racine et moi-même, le coprésident du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. Robert Votard, bonjour. Bonjour. Vous avez succédé en juillet dernier à Valérie Masson-Delmotte à la tête du collège scientifique du GIEC. Vous êtes climatologue et météorologue, spécialiste des événements extrêmes. Et on peut le dire, vous avez du travail en cette année 2023. On va y revenir. D'abord, une précision. Vous n'êtes pas à Dubaï. On s'en réjouit. Vous êtes avec nous ici même. Vous n'assisterez pas en personne à cette COP28 ? Je n'assisterai pas en personne, mais à distance. On s'est organisé à plusieurs pour essayer de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, justement. Voilà, et donc je serai pour ma part à Paris. Voilà. Cette année 2023 est la plus chaude jamais enregistrée pour les 9 premiers mois, atteignant même une anomalie de 1,4 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. On se rapproche là dangereusement de la limite maximum des 1,5 degré de réchauffement climatique qui était l'ambition de l'accord de Paris. Ça vous inspire quoi ? Alors on s'en rapproche, oui et non. Oui, bien sûr, parce qu'on risque de dépasser cette année les 1,5 degré. Mais vous savez que les traités, les accords de Paris, en fait, concernent une moyenne sur 20 ans. Donc il faudrait attendre un petit peu plus pour savoir si on a vraiment atteint ces 1,5 degré. On les aura atteints lorsque finalement il y aura autant d'années qui seront au-dessus que d'années qui seront en dessous de 1,5 degré. Mais en tous les cas, ça montre vraiment qu'on s'en rapproche. Et quand on aura atteint cet obstacle, malheureusement, il sera irréversible, le seuil aura été dépassé. Alors oui, le réchauffement climatique est irréversible. Il est lié à l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et puis dans la surface. Ces gaz à effet de serre, ils ne peuvent pas disparaître comme ça. Il y a bien peut-être quelques techniques d'élimination des gaz à effet de serre, mais elles ne peuvent éliminer qu'une très faible partie. Et puis aussi, il y a bien sûr les forêts et tout un ensemble d'autres éléments. Mais la première chose, c'est vraiment la diminution des émissions de gaz à effet de serre si on souhaite se rapprocher de ces 1,5 degré, même si ça sera extrêmement difficile. Je lis dans votre portrait paru dans Libération lorsque vous avez été nommé donc, à la tête du collège 1 du GIEC que vous êtes un optimiste. Comment on est optimiste quand on travaille sur des sujets comme cela ? J'ai envie de répondre que si on est pessimiste, on n'arrive à rien. Donc on baisse les bras. Donc l'optimisme, c'est de dire qu'on a aujourd'hui un ensemble de technologies. On a aujourd'hui un ensemble de méthodes aussi, de solutions qui sont basées sur la sobriété, notamment. Il faudra l'ensemble de ces méthodes, finalement, pour arriver à contenir un petit peu ce changement climatique. On a toutes ces solutions. Elles sont très difficiles à mettre en œuvre parce qu'elles engendrent une transition qui est très complexe et qui va occasionner beaucoup de résistance dans beaucoup de branches. Mais ces solutions, on les connaît aujourd'hui. Et simplement, voilà, elles restent à mettre en œuvre, ce qui donc donne finalement un espoir, notamment pour les jeunes, pour vraiment se retrousser les manches et permettre d'arriver à un niveau le plus bas possible en termes de réchauffement. Alors, vous le disiez, ça ne va pas être facile de mettre en place ces solutions de sobriété. Il va falloir renoncer à certaines choses. Néanmoins, là, on est sur une trajectoire à 2,9 degrés de réchauffement en 2100, nous prévient l'ONU. Est-ce qu'on sait à quoi ressemblera le climat, la Terre, si on va jusque-là ? J'ai envie de dire, hélas, oui, on le sait. Ce sont des impacts multiples dans pratiquement tous les secteurs, soit les secteurs d'activité, mais aussi surtout la biodiversité. Beaucoup de pertes d'espèces, aussi un monde qui est tendu, avec des ressources en eau qui manquent dans beaucoup d'endroits, des impacts de catastrophes naturelles qui sont de plus en plus fréquentes et qui, par ailleurs, peuvent se produire simultanément en plusieurs endroits et créer des crises majeures
on commence à voir effectivement au travers de cet été, là, alors qu'on n'est pas encore à 1,5 degré, les conséquences en fait en termes d'échelle sur par exemple les forêts canadiennes, où on a vu des feux à une échelle absolument inégalée jusqu'à maintenant, et ces risques vont se multiplier. Et voilà, on a des risques de perte de systèmes aussi, comme le système amazonien, le système de la forêt amazonienne, qui résulte en fait d'une combinaison à la fois de la déforestation et du changement climatique qui, lui, va générer effectivement plus de sécheresse. Robert Votard, l'une des missions du GIEC, c'est de rédiger un résumé de ces conclusions à l'attention des décideurs. Est-ce que vous avez l'impression justement que ceux à qui est destiné ce rapport comprennent, saisissent aujourd'hui l'urgence que vous décrivez ? Eh bien écoutez, j'ai eu le plaisir de voir que dans les premiers rapports du PNUE, là, et puis les rapports de la technique de la COP 28 pour le bilan mondial, on faisait référence beaucoup aux travaux du GIEC. Donc ça, c'est déjà un premier succès. Et le bilan mondial indique bien, en fait, un constat qui est tout à fait en accord avec les rapports du GIEC. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, je dirais. Vous allez me dire, ça arrive très tard. Oui, ça arrive très tard, mais ça arrive quand même. Et donc c'est une première lueur d'espoir. C'est qu'on en fasse le constat et que l'ensemble des politiques en fassent le constat. Maintenant, le passage à l'action va être évidemment ce qui va être à l'objectif de cette COP. Alors, vous parliez à l'instant de l'Amazonie et de la sécheresse terrible que traverse cette forêt, ce bassin aussi hydrique. C'était un puits de carbone majeur, l'Amazonie. Je dis c'était parce elle est en train de basculer, vous l'avez dit, de se transformer en savane. On va regarder le reportage de notre correspondante Louise Rollet au Brésil et on en reparle juste après. Voici ce qu'il reste du plus grand cours d'eau au monde. Cet affluent du fleuve Amazone, le Rio Solimões, s'est transformé par endroits en désert. L'Amazonie vit une sécheresse catastrophique provoquée par le réchauffement de la planète et le phénomène climatique El Niño. Dans plusieurs régions, la crise est devenue humanitaire. À Tefé, à 500 km de la capitale Manaus, la sécurité civile installe sur cette embarcation un purificateur d'eau essentiel à la survie des populations des zones reculées. Il va capter et transformer l'eau du fleuve en eau potable. L'eau a été tellement réchauffée par la canicule que les poissons sont morts en surface. L'eau est devenue impropre à la consommation, avec une odeur horrible à certains endroits. Ce bateau transporte aussi des vivres à plus de 4000 habitants défavorisés. 25 villages dépendent de cette aide d'urgence, comme celui de Rosinete Vasquez. Dans notre village, il n'y a pas de puits ni d'eau traitée. Donc on doit boire l'eau du fleuve. Il y a des cas de douleurs d'estomac, des diarrhées, des vomis, même de la fièvre. Mais on n'a pas le choix. Soit on boit l'eau du fleuve, soit on meurt de soif. La sécheresse affecte le quotidien de plus de 600 000 personnes dans l'état d'Amazonas. Mais c'est aussi toute la biodiversité amazonienne qui est en danger. Depuis le début du mois d'octobre, la rivière Tefé est le scénario d'une tragédie. L'eau a atteint presque 40 degrés, causant la mort de milliers de poissons et de près de 200 cétacés d'eau douce, dont le dauphin rose, animal emblème de l'Amazonie. Du jamais vu pour ces équipes qui travaillent depuis 30 ans à la préservation de ces mammifères. Pour eux, ce désastre environnemental n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'Amazonie régule le climat de toute la planète. Si nous observons ces changements ici, cela signifie que nous subissons des changements climatiques dans le monde entier. La saison des pluies n'est attendue qu'en décembre, avec plus d'1 mois de retard. Un préjudice lourd pour cet écosystème si fragile. Face à des phénomènes climatiques de plus en plus intenses, l'Amazonie s'approche de son point de basculement, car à terme, c'est toute une partie de la forêt qui pourrait se transformer en savane. Robert Votard, on peut restaurer les forêts tropicales, l'Amazonie, ou bien est-il déjà trop tard ? Question bien difficile. Je pense que
on peut restaurer, oui, très clairement, les rapports du GIEC le montrent, on peut restaurer beaucoup de forêts. Restaurer l'ensemble des forêts tropicales va être très difficile, notamment à cause du changement climatique lui-même aussi, qui génère des canicules, des températures, des conditions météorologiques dans lesquelles les écosystèmes ne sont pas du tout habitués. Et par conséquent, il va être extrêmement difficile de restaurer l'ensemble des forêts. On peut néanmoins faire pas mal de choses, notamment aussi, pas seulement dans les régions tropicales, mais dans les régions comme la France. À la COP28, on risque d'avoir une déclaration concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre non compensées. Comment est-ce qu'on compense les émissions et est-ce que c'est une solution suffisante au réchauffement climatique ? Alors oui, ça va être, je pense, un très gros point de débat. En fait, la compensation peut se faire dans une certaine mesure avec différentes méthodes. La première, c'est simplement de planter des arbres ou d'avoir une gestion proactive des forêts. Ça permettra de compenser une toute petite partie des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a la question de la capture et du stockage du CO2 dans les sous-sols, qui là aussi repose sur des technologies qui ne sont pas encore véritablement opérationnelles. Et qui ne le seront sans doute jamais. Et qui, on ne sait pas si elles le seront. En tout cas, pas en temps et en heure pour limiter le réchauffement à 2 degrés. En tout cas, pas aujourd'hui, en effet. Et c'est aujourd'hui qu'il faudrait les mettre en œuvre. Et on n'a pas on n'a aucune certitude sur ce point-là. Donc c'est un petit peu un rêve, quelque part. Après Glasgow, où les pays s'étaient engagés à arrêter, en tout cas sortir progressivement du charbon, mais pas de l'ensemble des énergies fossiles. Après Sharm el-Sheikh, c'était conclu sans nouvelles ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que les COP servent encore à quelque chose aujourd'hui ? Alors oui, les COP sont absolument indispensables parce que c'est le seul moment où les pays peuvent parler de climat, peuvent négocier ensemble. Et donc, s'il n'y avait pas les COP, je me demande bien ce que le climat deviendrait ou ce qui serait même déjà devenu. On sait que déjà, grâce aux différentes COP, il y a un tout petit peu d'émissions qui ont été évitées, très peu, trop peu encore, mais néanmoins, il y en a quand même un petit peu et ça montre un petit peu le chemin. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Il faut les COP, c'est le seul endroit, il n'y en a pas d'autre. Merci beaucoup Robert Votard de nous avoir aidé à voir le verre à moitié plein ce soir. Et merci à vous Audrey pour cette contribution quotidienne, cette élémentaire avec Audrey Racine et donc son invité ce soir Robert Votard. Merci d'avoir été avec nous sur France 24. On en vient